Voilà, donc bienvenue à tous pour ce dixième webinaire du programme Soyons clairs de Crystal Shane. Donc on a déjà pas mal de participants qui sont présents, mais ça va arriver encore au fur et à mesure. Donc je vous propose qu'on démarre. Le sujet aujourd'hui, c'est l'affichage environnemental. Je pense que tous autour de la table, alors je vais vous présenter, mais on en entend beaucoup parler. C'est presque le sujet du moment depuis quelques mois. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident puisqu'il y a de la réglementation française, européenne, les travaux sont en cours. Donc le but de ce webinaire, c'était vraiment de préciser des points réglementaires, de critères, de méthodologie. Nous, on a aussi des retours d'expérience. Il y a Green Score, on a plusieurs retours d'expérience aussi. Donc c'était de les partager avec vous. Pour que, j'espère, à l'issue de ce webinaire, tous les intervenants y voient plus clair. Charlotte, je vais peut-être juste couper votre micro en attendant, parce qu'on entend les bruits autour. Et puis, hop, je me permets juste de... Hop, comme ça. Et je vous donne la parole ensuite. Donc, je vous présente. Donc, on a Eva De Bruyne qui, du coup, nous entend, ce qui est formidable, qui est référente transition écologique à l'IFTH, Institut d'habillement, qui nous éclairera sur toute la partie réglementaire française, européenne, mais surtout française. Et je suis très contente qu'on ait l'IFTH parce que c'est une structure qui est très discrète, mais qui est essentielle pour la filière. C'est tout ce que j'aime, c'est technique. On parle vraiment de technique, de matière. Donc, tous les participants, les inscrits, si vous ne connaissez pas l'IFTH, je vous invite à vous renseigner. Enfin, j'espère d'ailleurs que tout le monde connaît l'IFTH quand on travaille dans le textile. Et puis, on fera un focus aussi, parce que je crois qu'il y a une autre actualité qui concerne aussi indirectement l'affichage environnemental, parce que vous avez un autre webinaire ce soir, donc on en reparlera tout à l'heure. On accueille aussi Charlotte Dezanné, qui est responsable sourcing qualité RSE pour Monoprix. Bonjour Charlotte, et là, je réouvre, le micro, voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour Charlotte. Valérie Thierson, CEO et fondatrice de Green Score Capital, qui est notre partenaire qu'on a la chance d'avoir à nos côtés et qui participe à plusieurs webinaires. Merci Valérie, parce qu'à chaque fois, tes équipes et toi-même, vous nous précisez certains points réglementaires en cours, etc. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, on a Maxime Michelot, qui est notre directeur des opérations chez Crystal Shine. Et pareil, Maxime, toi, tu interviendras pour des retours d'expérience sur les bonnes pratiques, sur ce qu'on met déjà en place pour certains de nos clients. Donc, merci beaucoup. On a eu pas mal de questions anticipées, donc je les ai insérées dans la présentation, enfin dans la liste des questions. La première question, on va parler déjà du cadre réglementaire et du coup, je me tourne vers vous, Eva. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu dans les grandes lignes ce que dit la loi, notamment française, et on parlera après européenne et déjà française, et puis est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez présenter aussi l'IFTH? Voilà. Oui, bien sûr. Merci Karine. Et puis bonjour à tous. Alors, pour présenter rapidement l'IFTH en quelques mots, en fait, on est donc l'Institut français du textile et de l'habillement. On est le centre technique industriel de la filière textile-habillement. Donc, on est un CTI, on a une mission d'intérêt général et on est aussi un centre d'expertise et d'innovation pour la filière. On intervient sur 4 domaines principalement, donc sur l'innovation, donc tout ce qui va être R&D, tout ce qui est formation, on intervient sur de la certification, notamment sur les équipements de protection individuelle, et on est aussi le représentant en France pour Ecotex, donc pour le label Ecotex. Et enfin, on a un dernier pilier de domaine d'expertise, c'est les tests. Donc, on a des laboratoires qui nous permettent d'avoir un support technique sur les tests chimie, physique, feu et même médical. Voilà. On a un domaine d'expertise qui est assez large et des marchés donc sur le textile qui sont qui peuvent aller du très textile, du très technique au textile d'habillement. Super. Quelques mots. J'espère que c'est clair. Oui, on mettra peut-être le lien de l'IFTH et puis on mettra vos adresses mail à tous de toute façon pour si ils veulent les participants veulent vous contacter. Donc alors la loi française, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, on fait quoi? Oula, alors un grand sujet. Alors pour donner peut-être un peu plus de contexte sur la fiche environnementale,
En France, on est sur un indice de coût environnemental. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps de cet affichage et depuis quelques mois, ça s'est un peu resserré, on en parle de plus en plus. Cet affichage, il vient initialement de l'article 15 de la loi AGEC, puis il a été en fait amendé et repris par la loi Climat et Résilience qui, elle, date de 2021. Donc c'est ce texte-là, en fait, c'est l'article 2, je crois, de la loi Climat et Résilience qui fait un peu référence pour l'affichage environnemental. On est, je l'ai dit, je pense que c'est assez clair, mais on est sur un sujet qui est franco-français. Et on a deux objectifs principaux hein, sur l'affichage. C'est en premier lieu, en fait, d'informer les consommateurs. Il faut que ce soit de manière claire, lisible, harmonisée, en tout cas sur le sol français. C'est là que ça va être intéressant aussi de voir au niveau européen, mais sur le sol français, la volonté, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'harmonisé pour les consommateurs qui puissent en fait repérer facilement sur les textiles ce qu'il en est. Et on a un deuxième objectif qui, là, est plutôt de finalement mettre en valeur les démarches d'éco-conception des fabricants, des metteurs sur le marché qui mettent des choses en place, en fait, qui ont des sujets d'éco-conception et qui veulent valoriser au final leurs produits. Donc, il y avait ces deux objectifs-là initiaux dans les projets de loi. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est et en fait, au final, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va avoir. Ce qu'il faut bien comprendre en France, c'est qu'on a la volonté d'avoir une méthode de calcul suivie d'un affichage. Donc, quand je parle de méthode de calcul, on est sur une finalisation de la méthode, là, en tout cas pour le niveau 1. Et à côté, on a un affichage dans le sens où, pour être clair pour le consommateur, on va avoir un logo, une charte graphique, en fait, des éléments de communication qui devraient être mis en place par le gouvernement. Donc, on a ces deux éléments qui font qu'on n'a pas seulement une méthode, comme ça peut être le cas en Europe, mais qu'on a un affichage vraiment avec un logo, une charte graphique et des éléments de communication. Juste, pardon Eva, quand vous parlez de niveau 1 de méthode franco-française, on parle d'éco-balises. Oui, c'est ça, parfaitement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode, hein, mais effectivement, on va avoir 3 niveaux donc qui vont correspondre en fait à des niveaux de détail différents, j'ai envie de dire. En fait, la volonté du gouvernement, c'était aussi de penser aux PME, de se dire que c'est complexe d'avoir une évaluation environnementale sur l'ensemble de la chaîne de valeur et surtout c'est coûteux. Et donc, ils ont décidé de partir sur 3 niveaux. Un niveau 1 qui reste finalement très simple. Niveau 1 égale écobalise. L'écobalise, c'est l'outil environnemental pour le niveau 1. Et après, pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, il y aura la construction de deux autres niveaux, le niveau 2 et le niveau 3, qui iront plus en profondeur, mais aussi qui finalement fourniront des scores qui seront plus précis, hein, parce que c'est vrai que sur l'écobalise et sur le niveau 1, on reste sur des données qui sont génériques, puisqu'on demande peu d'informations, donc finalement le score qu'on a est peu précis et générique. Ça a le mérite d'être là, mais effectivement, du coup, on a ce manque, j'ai envie de dire, sur la précision. Donc, ça a l'avantage de répondre à tout, mais on reviendra ensuite, effectivement, en détail sur les différentes méthodes de calcul, parce que le gros des questions qu'on a régulièrement, c'est sur le caractère réglementaire, etc. Mais c'est sur les marques s'interrogent, et c'est peut-être aussi le témoignage qu'on aura avec Monoprix, mais que choisir? Voilà. Donc, et donc, sur le caractère obligatoire, ça... Alors, sur le caractère obligatoire, là, alors on attend les textes. Donc, on attend plusieurs textes. On attend les textes sur la méthodologie, on attend les textes sur les modalités d'affichage et sur les caractères obligatoires volontaires. Alors, pour le moment, on est sur un volontaire encadré. C'est-à-dire que si l'on souhaite communiquer sur un score, ça va être encadré. Donc, il y aura des règles, mais on n'a pas d'obligation dans un premier temps. Ça risque certainement de le devenir hein, dans un second temps, mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas obligatoire. Et sur les modalités aussi, on s'adresse plutôt à du textile d'habillement. Donc, on n'est pas sur les chaussures, on n'est pas sur le linge de maison, on restera sur le textile d'habillement. Oui, il y a déjà fort à faire sur le textile, on va... C'est pareil. D'accord, donc volontaire encadré et a priori, un caractère potentiellement obligatoire fin 2025, c'est ce qui avait été... Alors, c'est ce qui a été évoqué. C'est vrai que plus le temps avance et plus on a tendance à reculer. En tout cas, ce que moi j'ai en tête, alors j'ai pas vraiment de date 2025-2026. Je ne vais pas savoir vous dire parce qu'on n'a pas les décrets, on n'a pas les textes.
Ce que moi j'ai en tête, c'est que dans le texte de loi climat résilience, hein, on est sur une obligation dans les 5 ans. Et donc, la loi climat résilience date de 2021, donc, avant Ok, 2026, si on, si on d'accord. tire les Bon, conclusions. oui, c'est Donc ça. Donc, certainement 2025, oui. c'est ça. Bon, donc là, on parle de la réglementation française, mais on n'oublie pas que nous sommes en Europe et que, de toute façon, s'il y a une réglementation européenne qui tombe, il faudra qu'on se conforme à cette réglementation. Donc, est-ce que, je sais, Valérie, que vous êtes avec Greenscore, vous êtes beaucoup aussi au niveau européen. Donc, Valérie, Eva, est-ce que vous voulez compléter? Peut-être Valérie, si tu veux démarrer pour nous dire où on en est justement au niveau européen. Alors, au niveau européen, le principal enjeu pour l'Europe, c'est vraiment de garantir aussi une harmonisation des méthodologies de calcul. C'est aussi le travail qu'on fait en ce sens, et de réduire un maximum les disparités entre les États membres. Donc, on a effectivement le PEF, le Product Environmental Footprint, qui est la méthodologie en cours de développement et de standardisation, qui est en phase de process d'amélioration continue. Donc, cette méthode vise à créer un cadre commun pour mesurer les impacts environnementaux des produits, donc tout au long du cycle de vie, en tenant compte donc, de 16 catégories d'impacts différentes. C'est aussi un peu cette méthodologie qui sert de base à Ecobalise. Même si Ecobalise est quelque chose de très simplifié, on part de du même nombre d'indicateurs et d'une méthodologie qui se veut être sur l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est là où on en est au niveau européen, une méthode qui est toujours en cours d'évolution, des bureaux d'études qui sont aussi très actifs en fait auprès de la Commission pour essayer d'avancer dans le bon sens et de corriger les choses qui nous semblent pas justes en fait au niveau méthodologique. Et après, au niveau européen, il y a aussi, bien sûr, enfin là j'élargis un peu le sujet, mais il faut savoir que les directives de reporting extra-financier, par exemple, sont des choses aussi qui vont impacter les entreprises et sur lesquelles les entreprises pourront s'appuyer justement sur l'analyse qu'elles font au niveau de leurs produits pour commencer à remplir des notions au niveau de la directive européenne. Donc voilà, l'enjeu majeur pour les entreprises, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ces réglementations tout en étant flexible et adapter donc les méthodes de calcul en fonction des évolutions réglementaires. C'est là où c'est un peu complexe pour les marques de s'y retrouver, d'avancer et de voir à quel rythme on avance sur l'ensemble des sujets. Ce dont on a l'impression, en fait, effectivement, quand on voit l'ensemble des réglementations, même en France, c'est que de toute façon, c'est toujours Maître Brabant, l'avocat avec lequel on travaille, nous dit il faut regarder toujours l'esprit de la loi. Et ce que l'esprit de la loi nous demande, et demande aux marques, c'est qu'elles s'intéressent justement sur leurs impacts. En fait, finalement, il y a différentes méthodologies, mais on va rentrer dans le détail des méthodes. Enfin, on va expliquer plus, mais c'est ça, c'est vraiment de s'intéresser à un sujet qui est nouveau pour elles. Est-ce que, alors, on a une présentation, mais comme là, c'est intéressant et pour que tout le monde écoute, parce que la présentation, elle reste, et même si elle est replay, je la présenterai ensuite rapidement, mais on reprendra les différents critères, etc. Est-ce que peut-être, Eva, sur le PEF, vous pouvez nous préciser d'autres choses ou tout a été dit? Alors, sur le PEF, donc pareil, on est sur une méthode de calcul, je pense que là, on l'a bien compris au niveau Europe. Sur les textes, donc on n'est pas sur un texte de loi. Sur le PEF, on est bien sur une méthode qui est effectivement initiée par la Commission européenne. Et au niveau peut-être des textes de loi qui vont venir renforcer cette méthode-là, on a la directive sur les allégations environnementales qui elle, va en fait elle va venir encadrer les allégations environnementales. Donc, les allégations environnementales, c'est aussi les scores. C'est des labels, c'est des scores et c'est des allégations qu'on peut faire sur les produits. Et ça va devoir être justifié. Alors là, on est sur un projet de la directive au niveau des allégations environnementales, mais on arrive sur une finalisation qui devrait apparaître à la fin de l'année. Et ce qui est essentiel de comprendre, c'est que voilà, on ne pourra plus alléguer des choses, on ne pourra plus mettre des scores sans que ce soit justifié, vérifié et surtout validé par des preuves scientifiques. Là, après, les preuves scientifiques, ça sera
à creuser une fois que la directive sera… Qu'est-ce qu'est une preuve scientifique, en fait? Ce sera là qu'il faudra se poser la question au moment de l'application de la directive. Mais là, en tout cas, le PEF fait partie des méthodes qui pourraient être reconnues dans le cadre de la justification de ces allégations. Donc, la méthode de la Commission européenne. Alors, donc, c'est la fameuse Green Claim, pardon, mais je me souviens qu'il y avait une agitation l'année dernière parce qu'à un moment, justement, dans le cadre de ce projet de directive, l'Europe avait dit que finalement, c'était un sujet trop complexe pour imposer une méthodologie et Ouais, que, voilà, c'est ça. Parce que ça, c'était l'effervescence et ce qui était quand même un soulagement aussi, peut-être pour beaucoup. oui, il n'y parce qu'il y a- aura pas une seule méthodologie, effectivement, mais les méthodologies seront validées en fait par la Commission européenne. Et voilà, le PEF est cité dans les Green Claims comme méthodologie qui devrait être validée. Je dis devrait parce que bon, c'est pas encore mis en place, mais effectivement, cette méthodologie-là va servir pour appuyer les scores. Ce qui est peut-être intéressant de rajouter, pardon, excuse-moi, Non, allez-y. C'est que effectivement, les Green Claims précisent aussi que des scores en fait privés pourront être articulés en fait parce que ils sont bien conscients que cette méthodologie n'est pas parfaite à aujourd'hui en tout cas et n'englobe pas forcément tous les impacts environnementaux tels que on pourrait l'imaginer. Donc ça laisse aussi la possibilité aux marques qui sont en tout cas dans une démarche engagée, volontaire, vertueuse, de valoriser aussi tout ce qu'elles font, peut-être un peu plus finement que ce que le PEF peut proposer aujourd'hui. Parce que là, on voit, on voit ça d'un côté apporteur de solutions, mais on comprend en entendant que ça peut être un peu flou et un peu complexe pour des marques. Je me tourne, Charlotte, merci beaucoup de participer au webinaire et c'était tout l'intérêt de vous faire témoigner parce que on entend des marques qui nous disent, bah, nous, on a envie à la fois de mettre en avant les bonnes méthodes et les méthodes vertueuses qu'on a mis en place, qui coûtent. Donc, on a envie quand même de le faire savoir. En même temps, on espère avoir la meilleure note possible. Donc, pour une marque comme Monoprix, est-ce que c'est des nouveaux sujets et est-ce que vous pouvez nous faire un petit partage des questions que vous posez et où vous en êtes? Bien sûr, donc Monoprix est déjà très engagé dans ces réglementations. C'est vrai que c'est un peu compliqué et très nouveau pour nous. Je pense qu'on en reparlera après, mais la récolte d'informations, de données est difficile. Aujourd'hui, Monoprix, enfin d'ailleurs depuis 2 ans, a mis en place une stratégie RSE. La stratégie RSE, elle est aussi bien au niveau des compositions des produits qu'on vend, c'est au niveau de la labellisation, c'est au niveau aussi, par exemple, des fiches produits avec la loi AGEC qu'on vient de mettre en place depuis peu avec Cristal-Chain, où on communique sur les pays de production au niveau des 3 phases de production. Donc, en fait, Monoprix est engagé pour communiquer auprès de ses consommateurs et essayer de montrer une certaine transparence sur son rôle d'éco-responsabilité. Au niveau de l'affichage environnemental, on va commencer un test pilote sur les 3 méthodes pour essayer de définir quelle serait celle qui serait le plus appropriée. L'avantage de Monoprix, c'est qu'en fait, on vend aussi bien du bébé, de l'adulte, d'événements de ski, du sous-vêtement. Donc voilà, on a une large gamme de produits. Donc, on va pouvoir tester pour voir en fait ce que donnent ces scores. Comme le disaient Eva et Valérie, aujourd'hui, c'est une démarche volontaire et encadrée. Ça fait partie de la stratégie environnementale de Monoprix de participer à ces tests, de faire un retour d'expérience par rapport à cette réglementation qui est en effet compliquée puisqu'il y a la réglementation française, la partie européenne. Donc, on essaye de comprendre un peu comment est-ce que nous, on va se positionner par rapport à cela. On a tous envie d'avoir un bon score. On a envie d'être transparent, mais toutefois, voilà, on a un travail en amont à faire au niveau des développements collections, puisqu'il s'agit d'avoir des compositions
éco-responsable, il s'agit de ne pas de privilégier le proche import plutôt que le grand import, par exemple, parce que ça joue sur la note du score. Donc voilà, c'est un travail qu'on doit faire aussi bien avec l'équipe RSE de Monoprix, avec les achats, avec les stylistes, avec les fournisseurs, parce que les fournisseurs doivent être force de proposition. Donc voilà, on est tous aujourd'hui on va dire dans le même bateau, mais en tout cas, Monoprix étant un acteur clé sur le marché, est vraiment engagé et a vraiment envie de participer sur le sujet et de faire un retour d'expérience sur les difficultés qu'on peut rencontrer pour arriver en fait à affiner la méthode qui soit aussi plus adaptée par rapport à nos contraintes. Donc, petite précision, quand vous parlez du test avec les 3 méthodes, on parle de Ecobalise, PEF et Footprint Target, donc la méthodologie de calcul de Green Score Capital, comme ça pour… D'accord. Bon, effectivement, là, c'est aussi une occasion de pouvoir répondre à plein de sujets, en fait, cet affichage, comme Valérie, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi des éléments qui vont pouvoir enrichir les rapports CSRD ou d'autres réglementations. Alors, j'ai vu hier que déforestation, elle va peut-être être retardée d'un an, voilà, on s'y attendait. Mais vu l'ampleur des transformations, je pense que si on s'y met aujourd'hui, on sera prêt pour dans un an. Ok. Merci beaucoup, Charlotte, du témoignage. On aura d'autres… sur d'autres sujets, effectivement, je vais vous solliciter pour avoir votre tour. Pour continuer justement sur l'affichage, on a la chance d'avoir pas mal de marques inscrites à ce webinaire. Valérie, Maxime, quels seraient les premiers conseils que vous donneriez, avant même de rentrer dans le cœur des méthodologies, quels seraient les premiers conseils que vous pourriez donner à une marque qui se relève les manches et dit « Allez, 1er octobre, enfin 3 octobre, je m'y mets ». Pour moi, l'enjeu, Charlotte en a parlé aussi, c'est la structuration des données. Donc, quelles données je vais avoir besoin, où est-ce que je vais aller la chercher en interne, comment structurer vraiment les données. Plus les données sont précises, on va dire, mieux c'est derrière pour établir un affichage environnemental qui soit juste et conforme. Donc forcément, la partie traçabilité est un enjeu majeur pour les marques, de s'assurer en fait derrière qu'elles ont bien toutes les informations nécessaires sur l'ensemble de ces chaînes de valeur, ce qui est vraiment une gageure, je pense pour les marques. En tout cas, c'est ce qu'on rencontre en fait en termes de problématiques pour derrière après affiner les calculs. Et en plus, selon les méthodologies, on va dans un degré de finesse qui est plus ou moins important. Au niveau européen, ça demande d'aller beaucoup plus loin dans la précision. Au niveau français, un peu moins. Donc, il faut se préparer à tout ça. Maxime, éventuellement, est-ce que… Oui. Donc, bonjour Maxime. Oui. Bonjour. Bonjour, merci Karine. Merci Valérie pour ces compléments. Si je peux ajouter quelques points également, issus des expériences qu'on a chez Crystal Chain dans effectivement cet affichage environnemental et puis toute cette collecte des informations qui est effectivement un travail assez conséquent. Je pense que la première étape, comme le dit Valérie, c'est avant même de structurer la collecte, je pense qu'il y a plusieurs méthodes d'affichage environnemental. La marque doit se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'elle souhaite faire, par rapport à sa stratégie, par rapport à l'image qu'elle renvoie à ses consommateurs, ou qu'elle souhaite voir évoluer, son ADN, son histoire. Tout ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Je pense que la marque doit savoir ce qu'elle veut faire de cet affichage environnemental. Est-ce que je veux simplement me mettre en conformité? Est-ce que je veux aller au-delà de cette mise en conformité? Est-ce que je veux être mieux disant? Est-ce que c'est un facteur différenciant pour moi par rapport à d'autres marques? Donc, est-ce que je suis dans une démarche proactive ou une démarche réactive? Ça, je pense que c'est un point important. Je pense qu'il y a également une autre question à se poser. On verra ensuite à quel point la collecte des données est importante pour répondre à cet affichage environnemental. Mais auquel cas, si la marque a conscience de cela et qu'elle
elle peut souhaiter intégrer la collecte des données comme une composante essentielle de sa relation avec les fournisseurs. Et donc, c'est une des questions, je pense, assez fondamentales à se poser aussi. À quel niveau d'investissement je suis prêt à aller pour faire de cette collecte des données quelque chose de central dans ma stratégie. Et non seulement pour l'affichage environnemental, mais au sens plus large pour ma stratégie RSE. Je pense qu'il n'y a pas une stratégie RSE sans traçabilité, c'est un petit peu délicat. Donc c'est une question qui est aussi très importante. En complément, je dirais aussi que, et comme le disait Valérie, faire l'état des lieux des données dont on dispose en interne et celles dont les fournisseurs disposent, c'est aussi très important. Peut-être qu'un exercice à faire, c'est lorsqu'on veut lancer un projet de cette ampleur, identifier les fournisseurs représentatifs du portefeuille de la marque, les plus motivés, peut-être aussi identifier des moins motivés pour savoir comment est-ce que ça va se passer, pour avancer sur le sujet. S'interroger aussi sur la nomenclature de la référence, s'assurer qu'on se comprend en fait entre nos référentiels internes et ceux de nos fournisseurs. Bon, on ne parlera pas la même langue parce qu'on a des fournisseurs qui sont probablement un peu disséminés, peut-être en Asie, peut-être Prochain port. Voilà, prochain port, Europe de l'Est, Maghreb, enfin voilà. Et donc il faut s'assurer qu'on parle bien le même langage, qu'on est au diapason sur la structure des données. Et puis, en dernier, je dirais que ça, c'est vraiment... évidemment, c'est facile à dire, mais il faut garder en tête que l'approche progressive, c'est la meilleure des solutions. Il ne faut pas rester pétrifié par l'ampleur des travaux, des changements nécessaires. Il vaut mieux y aller progressivement que ne rien faire, ou au contraire vouloir tout faire d'un coup, chaque jour, un jour après l'autre. Voilà. Et je pense qu'en se posant toutes ces questions, on a de bonnes chances de mettre en place quelque chose de cohérent et d'efficace. En tout cas, on est bien préparé. Voilà. On est bien préparé, voilà, dans sa tête. Les équipes sont aussi bien préparées. Et je pense qu'on a toutes les cartes en main pour avancer sur le sujet. Merci beaucoup. Non, c'est vrai que ça, c'est la préparation, collecte de données, l'identification et les nomenclatures références, c'est hyper important. On a eu, donc là, je vais vous poser consécutivement 2-3 questions qu'on a eues des personnes qui sont inscrites au préalable. C'était, est-ce que quand on parle de... Donc, une fois qu'on a fait ces préparations et qu'on se dit « je me lance », tant qu'il n'y a pas une méthode qui est obligatoire, est-ce qu'on peut parler d'une hiérarchie de méthodologie? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres? Ou en tout cas, on le comprend, elles ne répondent pas toutes aux mêmes enjeux. Donc là, dans l'ordre que je vous vois, Valérie, Maxime, Eva, si vous voulez. Alors, il n'y a pas d'hiérarchie stricte, en fait, entre les différentes méthodologies. C'est que chacune répond un peu à des enjeux peut-être différents et possède son propre domaine d'application. Au niveau européen, qui est la méthode PEF, est largement adoptée. Elle permet une analyse détaillée qui couvre un large spectre d'impacts environnementaux. Elle est utile pour les entreprises qui opèrent justement au niveau européen. Donc, il va falloir rentrer dans ce cadre. Ecobalise, qui est conçu pour le marché français, propose, Eva en a parlé déjà, une approche simplifiée qui peut être pratique mais moins complète. C'est pour ça qu'en fait on œuvre notamment au niveau des bureaux d'études pour faire adopter assez vite un niveau 2 et un niveau 3, donc ils vont permettre une précision en fait et une qualité des données supérieure pour afficher quelque chose de plus précis aux consommateurs, et aussi surtout quelque chose qui soit cohérent en matière de résultats. Parce que quand vous analysez moins d'étapes au niveau du cycle de vie, quand vous intégrez un peu moins de choses dans les procédés, quand vous couvrez moins de catégories de produits, forcément, l'information, elle peut être incomplète et pas forcément juste au niveau du consommateur. Donc, c'est en ça où Ecobalise, c'est très bien, c'est une méthode il faut qu'on avance sur ce sujet. Par contre, il faut qu'on soit vigilant sur la façon dont la méthodologie est mise en œuvre. Et après, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a effectivement
les approches privées. Donc, il y en a plusieurs sur le marché. Hein. Certaines vont considérer l'impact social, d'autres vont considérer aussi des modalités peut-être distribution, aussi tout ce qui est durabilité émotionnelle. Nous, au niveau de la méthodologie, on a un petit peu parlé tout à l'heure, on a pris le parti d'analyser les impacts selon les 5 pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Donc, ça englobe le changement climatique, mais on va analyser la surexploitation de nos ressources, on va analyser la dégradation des habitats, la pollution et tout ce qui est introduction d'espèces invasives. L'intérêt de l'approche, c'est qu'on va compléter donc cette analyse environnementale proposée par les autorités législatives avec un score biodiversité qui permettra aussi de jeter les bases de l'analyse CSRD. L'important pour moi, vraiment, c'est d'apporter aux consommateurs une information qui soit juste et pertinente. Quelle que soit l'approche qu'on va adopter, voilà, c'est vraiment ce qui doit dicter en tout cas, ce qui est le but de l'affichage environnemental. C'est ça, c'est vraiment le sens de la loi, à un moment, on s'en fiche d'avoir une note finalement. Ce qu'on veut, c'est réellement connaître l'impact qu'on a sur la biodiversité, l'eau, etc. Ah, c'est ça. D'accord. Maxime, est-ce que éventuellement sur... Ou alors, oui, en fait, moi, je suis pas là pour donner un jugement de valeur sur les différentes méthodes, j'ai pas du tout cette compétence, mais je pense que c'est une très bonne chose qu'il existe différentes méthodes qui répondent à différents enjeux ou justement qui permettent peut-être d'étaler ou d'avoir une feuille de route progressive. Ecobalise a vraiment le mérite d'enclencher la démarche auprès des consommateurs, auprès des partenaires, auprès des entreprises elles-mêmes, auprès des fournisseurs aussi, qui petit à petit sont de plus en plus contactés par les marques ou par des prestataires de services pour aller collecter la donnée. Et ça, c'est une excellente chose. Ça permet de lancer le sujet. Et donc, c'est vraiment, je pense, la bonne nouvelle. Alors, bien évidemment, dans un monde idéal, c'est quelque chose qu'on aurait enclenché il y a plus longtemps. Mais voilà, et puis effectivement, hein, je rappelle l'importance, comme vous l'avez dit, c'est pas simplement d'avoir un score, c'est évidemment de connaître son impact, c'est une chose, et puis de mettre en place des actions pour le réduire. Pour les corriger, exactement. Pour les corriger, ouais. Eva, éventuellement, ou je passe... Alors, tout est dit. Moi, je voulais simplement... c'est vrai que voilà, il y a des méthodes, les méthodes sont différentes, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Je suis d'accord avec Valérie, avec Maxime. Il y a simplement un point qui est important, c'est aussi les besoins des entreprises et les moyens des entreprises. Toutes n'ont pas la possibilité d'aller sur des scores privés ou des scores très complexes. Et donc, c'est en ce sens aussi que je pense que la démarche sur Ecobalise est quelque chose d'important. Parce que voilà, quand on a une start-up, quand on a peu de moyens, quand on est une PME, c'est aussi important de pouvoir répondre à ce sujet-là et d'avoir des outils pour le faire. Ok. Donc, la question suivante va porter davantage sur les critères. Donc, on ne va pas trop s'attarder parce que de toute façon, après, c'est de rentrer dans le détail des méthodes. Je vais quand même partager l'écran pour montrer. Puis, on enverra de toute façon, on enverra le support à ceux qui le demandent. Donc, il y aura le rappel réglementaire. Voilà. Donc, est-ce que, là, c'était plus vers Eva et Valérie, est-ce que rapidement, vous pouvez nous parler un peu des différents critères, le nombre de critères, les critères nécessaires selon PEF ou Ecobalise. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si vous voyez bien le support. Oui, on le voit. Parfait. Moi, je peux répondre sur la méthode française et puis je laisserai plutôt Valérie répondre sur l'européenne. Donc, je vais sur Ecobalise. Sur Ecobalise, alors les indicateurs intrants sont très simples. Valérie en a parlé tout à l'heure. Et c'est volontaire justement pour cette question d'accessibilité. Aujourd'hui, sur le niveau 1, on a des notions de catégorie de produits, de masse de produits finis, de prix. Des questions sur l'entreprise, donc sur le nombre de références et le type d'entreprise. Des questions sur la composition, le pays d'origine des matières premières, le pays d'origine du fil, de l'étoffe et d'ennoblissement et de confection. Et si on n'a pas ces informations-là, on peut aller sur des notions de région. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le pays, mais on peut au moins savoir que ça vient d'Asie.
Et on a aussi le pourcentage de transport aérien qui a été ajouté récemment. Ce qui est important à avoir en tête, et ça a été dit, donc je répète un peu, mais plus on a de traçabilité, plus on a d'infos, et plus on aura un score précis, fiable et juste, et plus ça nous permettra d'aller sur des niveaux 2 et 3, donc sur la méthode qui est en cours d'élaboration, elle aura un coût environnemental plus représentatif. En sortie sur l'affichage, donc sur Ecobalise, on a un coût environnemental, ils l'ont appelé comme ça, qui est donc qui est basé sur voilà, des indicateurs résultant de la pondération des impacts PEF que présentera la tout à l'heure, et sur des compléments, donc microplastiques, export hors UE, et sur de la durabilité. Alors pour le moment, c'est de la durabilité essentiellement émotionnelle, et potentiellement dans quelques mois, voire l'année prochaine, ça sera aussi sur des indicateurs de durabilité plutôt physique. Merci beaucoup, Eva. On avait une question, mais on la posera à la fin du webinaire. Est-ce qu'on peut rapidement revenir du coup sur le PEF, Valérie? On va retrouver les mêmes indicateurs de toute façon, globalement que les indicateurs français. Ce qui va être différent, c'est que on va avoir quelque chose de plus documenté au niveau des procédés. On a beaucoup plus de données sur l'ensemble des matières premières, donc on va couvrir un spectre beaucoup plus large de produits, beaucoup plus large de matières premières et beaucoup plus large de procédés. La différence qu'on a aussi par rapport au calcul du coût environnemental français, c'est qu'on a parfois des pondérations qui peuvent être différentes suivant certains indicateurs. Ce qu'a voulu faire la France, et ça part d'une très bonne démarche, c'est vraiment de corriger en fait les biais de l'approche européenne. Tant au niveau des inventaires, au niveau des matières premières. Je vous cite un exemple très concret. Dans la base de données européenne, le coton bio aujourd'hui est moins bien noté que le coton conventionnel, ce qui est un non-sens d'un point de vue scientifique. Donc voilà, Ecobalise a cherché à corriger ça, a cherché aussi à corriger certaines pondérations qui étaient peut-être un peu trop sous-estimées, comme l'eau ou comme la dégradation des habitats, par exemple, dans tout ce qui est land use. Donc voilà, il y a eu des ajustements en fait entre les deux méthodes. La France ayant essayé de corriger en fait les biais de la méthode européenne. Et globalement, on en est là, au niveau des différences entre les méthodologies et les calculs. Oui, donc il y a vraiment un travail d'accompagnement quand même pour une marque. C'est quand même des sujets vraiment nouveaux et de pouvoir rentrer dans les détails de ce qu'ils souhaitent valoriser dans l'affichage quand même. Pour moi, ce qui est important aussi que les marques comprennent, c'est comment dire, quels sont les biais de chaque méthode et quels impacts ça peut avoir sur leurs produits. Ok. Bon, je vais arrêter le partage et puis on en verra. Voilà. Pardon. Du coup, là, on voit plus, c'est bon? On voit plus le partage? Non. Donc, je vais passer à la question. On avait une autre question aussi. Alors, je la lis. J'espère qu'elle est claire. Donc, c'était toujours sur les méthodologies. La Ecobalise. Il faut parfois piocher dans une liste d'articles limités, donc par assimilation. Ensuite, toutes les matières et étapes ne sont pas listées. C'est encore des moyennes. Finalement, on a le sentiment que les résultats de certains articles, selon certaines méthodes de calcul, obtiendront un résultat très approximatif. Donc ça, c'est la première question dans la question. Et après, la deuxième qui est sous-jacente à ça, c'est en cas de contrôle. Et si le résultat est vraiment faux, qu'est-ce que la marque risque? Voilà, donc Eva et Valérie, peut-être si je peux vous laisser répondre à cette question. Ouais, alors pour le moment, comme on est dans une démarche plutôt volontaire, c'est vrai qu'on n'a pas encore de notion de contrôle. C'est vrai que pour le gouvernement, on est plutôt dans une optique de prise en main de la méthode, donc pour Ecobalise en tout cas. Et voilà, il y a aussi un guide qui devrait être mis en place donc pour apporter des règles de calcul
pour notamment aider en fait les entreprises à savoir et à comprendre comment calculer les produits qui pourraient être plus complexes, par exemple avec les doublures, des empiècements ou autres, et savoir aussi comment on substitue en fait les éléments qu'on n'a pas ou qui figurent pas sur Ecobalance. Donc voilà, on ira toujours sur des données qui sont malheureusement majorantes, mais on aura un coût qui devrait être qui nous permettra au moins de l'afficher. Moi, ce que je conseille aussi peut-être, c'est effectivement en fait Ecobalance va évoluer. Et donc si on choisit de calculer aujourd'hui les coûts environnementaux de nos produits, je pense que c'est important aussi de sauvegarder les modélisations qu'on a fait, voilà, les choix qu'on a pu mettre sur Ecobalance et la date à laquelle on l'a faite et la version d'Ecobalance qu'on a utilisée, puisque voilà, ça risque aussi d'évoluer et ça nous permettra de justifier les choix qui ont été faits à ce moment-là. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut. On en reparlera après, mais d'où aussi l'importance de la collecte de données, c'est que de savoir pourquoi on a mis cette information-là à ce moment. Valérie, est-ce qu'éventuellement tu veux compléter sur… Par rapport à la première partie de ta question et le constat qui est fait sur l'approximation, on va dire, des résultats, c'est effectivement un sujet, mais après, on a d'innombrables réunions de travail, que ce soit entre bureaux d'études, où on essaye justement d'apporter notre expertise et notre concours pour essayer de faire améliorer la méthode. Avec l'équipe, on travaille sur le sujet régulièrement. Toutes les semaines, on a des réunions de travail. Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, l'important, c'est que le résultat qui en sort à la fin soit cohérent et notamment incite aussi les marques qui sont déjà dans une démarche vertueuse à continuer. En fait, il ne faut pas qu'on soit sur un affichage environnemental qui nivelle en fait les efforts des marques vers le bas. Parce que sinon, toutes celles qui ont engagé une démarche volontaire, tout au début, en fait, j'ai échangé avec des marques justement qui étaient dans cette démarche et leur position, c'était de dire mais non, mais finalement, on va attendre, on va pas forcément participer à cet affichage volontaire, ça risque de nous desservir par rapport à des marques qui ne font pas ce travail-là. Donc, en fait, les bureaux d'études, mais aussi les marques, de par les expérimentations qu'elles font et les remontées qu'on peut faire au niveau gouvernemental en disant regardez, voilà ce qu'on obtient et c'est pas cohérent en termes de résultats, ça fait partie des choses qu'on travaille avec les marques et avec l'ensemble des bureaux d'études sur le sujet pour essayer déjà d'être sur une analyse qui soit péjorante quand on est vraiment sur une approche minimaliste pour justement favoriser les marques qui, elles, sont vraiment dans une démarche vertueuse. Parce que ce serait quand même un paradoxe total que les marques qui ont des démarches vertueuses soient non seulement impactées de manière défavorable, et puis en plus qu'elles préfèrent attendre. Je vois le temps qui file. Donc, pour résumer, tout à l'heure, dans le replay, on avait les conseils de démarrage sur collecte de données. Maxime, tu parlais justement d'un travail sur approche progressive, regarder ses nomenclatures, ses référentiels, etc. Donc, ce qu'on entend quand même à travers vos retours, c'est que le sujet de la collecte de données est un point hyper important. Est-ce que c'est pas presque cette étape, Maxime, qui va être finalement, parce que comme tout à l'heure disait Eva, pardon, j'essaie d'être claire, l'important c'est de garder les données pour en cas de contrôle, savoir et les méthodes utilisées pour se dire à l'époque j'ai affiché tel résultat, donc bien savoir pourquoi on avait cette note. Sur la collecte de données, on voit bien que c'est un énorme travail quand même de se plugger et de se connecter avec tous les fournisseurs. Est-ce que finalement, le point de vigilance, il n'est pas plus au moment de la collecte de données et de l'outil qu'on met en place à ce moment-là,
plus que des méthodes de calcul où on peut se dire, de toute façon, on démarre avec Ecobalise et puis 6 mois après, on enchaîne sur une autre méthode parce qu'on affine, etc. Voilà. Alors, il y a des points de vigilance à voir tout au long du processus, et même il y a peut-être l'étape intermédiaire qui est vraiment de très très bien cadrer son projet. Mais effectivement, la collecte de données est la première étape, on va dire, fondamentale, concrète de l'affichage environnemental, hein. C'est cette étape de collecte qui permet de faire émerger beaucoup de sujets pour rendre la collecte justement plus efficace. On va identifier les erreurs fréquentes. On va identifier les incohérences dans les données, on va pouvoir identifier les données qui sont les plus difficiles à collecter, les moments où certains fournisseurs sont le plus disponibles, les supports qu'ils vont favoriser. Hein, par exemple, certains fournisseurs vont être plus à l'aise que d'autres sur Excel. Et je rappelle que la qualité, la fiabilité de l'affichage environnemental dépend directement de la précision et de la représentativité des données qui sont collectées. Et si certaines données, hein, sont manquantes, puisqu'on est sur des… Bon, le PEF, par exemple, enfin, voilà, ou même l'affichage environnemental qui est une démarche volontaire mais encadrée. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas piocher dans des bases de données si on n'a pas l'information dont on a besoin, d'une information qui est vraiment importante, hein. On ne va pas pouvoir inventer de la donnée. Donc, effectivement, c'est un point très important. Est-ce que sur le choix d'une solution, tu pourrais, quand on regarde, est-ce que on avait parlé justement de vérifier que, parce que selon les solutions de collecte de données, il y en a où, par exemple, les données, sur la propriété des données, c'est un peu flou. Donc, est-ce qu'il y a quand on choisit une solution de collecte de données, il faut regarder, je ne sais pas, le côté qui appartient les données, la confidentialité, etc. Oui, c'est important, la gouvernance en fait des données, c'est un point sur lequel il faut être très clair, hein, contractuellement. Les outils de collecte de données sont simplement des véhicules entre les entités pour amener les données aux bons endroits, pour faire un calcul à partir de ces données et puis les amener aux consommateurs ou aux équipes RSE d'une marque. Mais l'utilisation d'un outil de collecte ne doit pas remettre en cause la propriété des données ou la gouvernance actuelle dans les filières, hein. Ça, c'est important. Je pense qu'une marque qui va produire des vêtements ou faire produire des vêtements est, elle, engagée contractuellement avec ses fournisseurs. Donc, il y a déjà des éléments en place qu'un outil de collecte de données doit respecter. Donc là-dessus, on ne vient pas modifier quoi que ce soit voilà, c'est un point sensible, hein, et d'autant plus aujourd'hui, on sait à quel point la question de l'utilisation des données, il peut y avoir aussi des données personnelles dans la collecte des données, puisqu'on va identifier des fournisseurs, on va être en contact avec des interlocuteurs chez ces fournisseurs, donc il peut y avoir des données personnelles, et donc la confidentialité de la donnée est un point évidemment qui est très important. Ok, merci beaucoup Maxime. Ce qu'on fera, parce que là, alors je vois Valérie en plus que tu as répondu à une question qui était posée en direct. N'hésitez pas, là on arrive bientôt à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'en ai encore quelques-unes là qui m'ont été envoyées. On a mis vos contacts par mail. On va mettre, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Eva, vous avez donc ce soir à l'IFTH un webinaire sur l'éco-conception et alors. Petit retour en arrière, la collecte de données et le travail d'affichage environnemental, ça peut aussi aider à remplir un dossier de demande de prime éco-conception, enfin d'éco-modulation, pardon, par la fiabilité des informations. Mais j'ai une question tout à l'heure là-dessus, donc je la poserai. Donc peut-être on va mettre les liens. Et dans les apports aussi de collecte de données, on l'avait abordé rapidement à la préparatoire et je vais remettre les liens aussi sur des webinaires qu'on a fait notamment aussi avec Valérie sur
un des webinaires qu'on a fait l'année dernière sur l'affichage environnemental aussi dans l'alimentaire, parce que c'est un sujet, là on ne l'aborde pas aujourd'hui, mais je remets le lien du webinaire de l'année dernière sur le sujet, ça n'a pas tellement avancé ou changé, et également sur ces données que vous avez et qui sont de qualité, enfin qui sont qualifiées, vous permettent également possiblement de calculer vos taux de tarification douanière. Donc là, on avait aussi un webinaire là-dessus, et donc parfois on peut avoir des ROI cachés, qui peuvent faire plaisir aux marques aussi. Du coup, je vais peut-être me tourner maintenant vers Charlotte, vers vous, Monoprix, la collecte de données. Est-ce que, donc ça, c'est un gros sujet pour vous. Où vous en êtes avec les fournisseurs? C'est un gros sujet. Déjà, il faut, c'est fastidieux, c'est compliqué. Il faut déjà qu'en interne, on arrive à extraire les informations à envoyer aux fournisseurs. On a besoin des fournisseurs. Sans les fournisseurs, on n'a pas l'information. Donc, du coup, on s'est rendu compte, notamment avec la loi AGEC, que la connaissance du sujet n'est vraiment pas la même. On est sur des réglementations européennes, françaises. Donc, les fournisseurs qui produisent en France sont plutôt avertis. En Europe aussi. Enfin, du moins, ils en ont entendu parler. En Asie, on est bien trop loin. Donc, du coup, voilà, au sujet de l'affichage environnemental, il faut vraiment les accompagner, il faut leur expliquer le sujet, quels sont les enjeux. Il faut faire des efforts parce qu'en fait, sans eux, on n'a pas la bonne collecte. Il faut vraiment suivre la démarche. On a, par exemple, pu constater au sein de notre parc fournisseur que l'implication dépend de la connaissance du sujet. On a des bons élèves qui sont très orientés vers ces démarches et on a des mauvais élèves qui rechignent à répondre à cette collecte de données. Donc, il faut les accompagner. Voilà, c'est important. On est aidé par les partenaires avec qui on travaille. Je sais que vous m'avez posé la question, Karine, est-ce qu'on pourrait considérer que plus tard, l'implication dans ce domaine-là pourrait être un choix pour travailler avec les fournisseurs? Aujourd'hui, ça ne l'est pas parce qu'on est au tout début de toute cette réglementation. Mais oui, en effet, nous, aujourd'hui, on score nos fournisseurs sur la partie performance, mais aussi sur la partie environnementale. Et en effet, c'est un sujet qui pourrait être intégré dans le scoring et on pourrait privilégier des fournisseurs qui sont plus orientés dans ce domaine-là et favoriser du business avec eux. Ça pourrait être une possibilité. Oui, d'autant que si après ça devient une obligation, qu'il y a des sanctions derrière, c'est un enjeu aussi pour les marques. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Je vais me permettre de poser les 2 petites questions qui nous ont été envoyées en dernière minute. Et puis, si après vous avez d'autres questions, je crois en revanche, Maxime, qu'il faudra que tu nous quittes. Tu as un autre rendez-vous qui enchaîne. Je viens de lancer un petit sondage justement sur l'obtention des écomodulations et on avait une question à ce propos. Quelle information, alors c'est peut-être plus Eva, quelle information de l'affichage environnemental ou de la collecte de données peut aider à consolider un dossier de prime écomodulation? Alors, est-ce qu'il y a des informations où ou alors on leur dit d'écouter le webinaire ce soir? Alors, on va pas parler des primes d'écomodulation ce soir, mais globalement, ça va être des informations sur, par exemple, la durabilité des produits qui risquent. Alors aujourd'hui, c'est pas encore dans l'affichage environnemental français, mais ça risque d'arriver derrière. Et sur les labels environnementaux, pareil, c'est pas encore pris en compte dans l'affichage environnemental français, mais ça pourrait être le cas dans le futur. Donc voilà, il y a 2 choses. Ça va être ces 2 choses-là, donc les certificats et les labels environnementaux, et d'un autre côté les sujets de durabilité physique qui pourraient aider à obtenir un meilleur score sur le côté d'affichage environnemental. J'en profite parce que là, on est en train de lancer un sondage en espérant que le webinaire répond à vos questions
pour ceux qui ont encore des interrogations, c'est le moment ou jamais de poser vos questions. Là, ils sont autour de la table, donc vraiment posez vos questions. Donc merci Eva pour cette réponse et on a mis le lien pour vous inscrire au webinaire ce soir. J'avais une question également qui nous a été posée. Est-ce que le prix d'un article joue dans le calcul de l'affichage environnemental? Oui. D'accord. Et alors là, on tremble, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus le prix est bas, plus l'article peut être considéré comme un article d'ultra fast fashion et donc ça vient pénaliser, en tout cas dans Ecobalisant, ça vient pénaliser le coût environnemental. Donc oui, le prix est un élément important. Donc ça veut dire que même si on fait de la fast fashion, on augmente son prix et potentiellement on a une meilleure note, non? Oui. Non. Et dernière question que j'ai, donc je vais voir après s'il y a d'autres questions des participants. Alors là, je pense que c'est une question qui se réfère à Ecobalise. Comment faire si certains articles ne sont pas prévus dans l'outil et idem pour les matières? Est-ce qu'on prend par assimilation qui ressemble le plus? Alors ça, je pense qu'on aura… Je me suis tombée, c'est bon. Là, vous m'entendez bien? Il y avait un écho? Non, c'est bon. Là, je pense qu'on aura plus d'éléments dans le guide qui devrait être mis en place. Mais effectivement, voilà, il y aura des éléments d'assimilation, des rapprochements peut-être à faire. Et après, c'est pas parce que le type de produit n'est pas présent sur Ecobalise que ce n'est pas possible de le modéliser. Voilà, moyennant quelques j'ai envie de dire optimisation de l'outil, on pourrait calculer des scores, par exemple en additionnant des matières ou des process. Mais je pense qu'on aura plus d'éléments au niveau du guide. Ce sera beaucoup plus simple pour les metteurs en marché de s'approprier cet outil quand on aura un guide de fonctionnement en fait de cet outil. Ok, merci Eva. J'ai encore une question qui a été posée. L'absence d'un référentiel unique et clair est quand même un frein à l'avancement pour une PME, car on ne peut pas multiplier les budgets selon les différentes solutions. Donc en fait, c'est vrai. Le conseil, c'est de se dire, on commence par Ecobalise parce qu'on voit quand même qu'il y a une transformation des process, il faut prévenir les fournisseurs, etc. Et après, c'est là où on rejoint ce que tu disais, Maxime, c'est que selon l'ADN de la marque, elle peut privilégier, si c'est, je ne sais pas, une marque française, de laine, etc., elle peut être plus intéressée par la biodiversité et du coup avoir vraiment des éléments importants à dire sur la biodiversité. Donc, ils peuvent aller plus loin et se diriger vers une méthode comme Fullprint. Mais c'est sûr que, donc là, c'est démarche progressive. Exactement. Écoutez, il y a encore une question, donc ah oui. L'affichage doit être physique ou numérique? Ah oui, 2 questions. L'affichage devrait-il être physique ou numérique et à quelle date le guide est-il prévu de sortir? Alors ça, le guide. Alors, pour les 2 questions, ça va être un peu la même réponse. On est en attente des textes sur les modalités d'affichage. On est en attente des textes de communication. Donc, on va pas le savoir avant d'avoir ces textes-là. Et sur le guide, ça sera après la publication des textes. Donc, alors on attend. Je parle sous contrôle parce que là on va pas. Je n'ai pas de vision très claire, mais les dernières informations serait qu'on aurait les textes à la fin de l'année. Voilà, avec les remaniements au niveau du gouvernement, il y a eu pas mal de retard. Donc voilà, on espère avoir les textes avant la fin de l'année. On va en complément, il est probable que l'affichage soit numérique parce que sinon ça va induire une certaine complexité, notamment au niveau de la fabrication des étiquettes. Enfin voilà, on n'a pas forcément toutes les informations au bon moment quand on est une marque. Donc et puis ça devrait s'inscrire aussi dans la loi, au niveau du passeport digital numérique au niveau européen. Je pense que, voilà.
rien, enfin comme le dit Eva, on n'est pas certain, hein, mais a priori, ce sera peut-être plus faisable en tout cas et plus pertinent que l'affichage soit numérique. Après, la marque peut potentiellement en faire des choses aussi en physique, mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, juste petite précision, dans le passeport numérique, l'important, c'est plus cette traçabilité qu'une note ou un score. C'est plus, donc là, on revient un peu à l'histoire de la collecte de données. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Voilà, vous croyez que les consommateurs prennent de plus en plus que les consommateurs prennent de plus en plus conscience de la conséquence de sa post-consommation et quel rôle peut jouer l'affichage environnemental sur ce sujet? Merci beaucoup. Oui, en fait, c'est donc, est-ce que les consommateurs sont sensibilisés à ça? Je pense que oui. Hein. Là, c'est plus. Après, la question, c'est est-ce que le temps que ça devienne un critère de décisionnel, je pense que ça mettra peut-être un peu de temps parce le contexte économique fait aussi que la contrainte budgétaire quand même est forte au niveau des consommateurs, il ne faut pas se leurrer. Donc même s'ils en ont conscience, après, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils ont fait de cette information qu'il aura au niveau des vêtements. Ce n'est que mon avis. Et ceci étant, on parle d'affichage, mais de toute façon, ce calcul aide aussi à remplir et à respecter la loi sur CSRD, etc. De toute façon, il y a des sujets sur lesquels les marques ne peuvent pas, consommateurs ou pas consommateurs, si elles veulent être vendues sur le marché européen, elles n'auront pas le choix que de répondre à certaines réglementations qui sont en cours de déploiement de toute façon. Oui, puis au-delà de la réglementation, il y a pour moi un phénomène un peu concurrentiel, c'est-à-dire que si certaines marques y vont et que c'est votre concurrent direct, ou en tout cas, enfin voilà, je pense que tout le monde aura intérêt de toute façon à se mettre en marche d'une façon ou d'une autre, même pour des questions uniquement de présence sur le marché et de réponse à une concurrence qui est quand même assez importante. Alors, on a plein d'autres questions maintenant, pardon. Donc, des listes officielles de data à récupérer existent-elles? Donc là, j'ai envie de dire, de ce que je connais de Green Score Capital, je pense que vous êtes, c'est ce qui vous différencie, c'est d'avoir des datas de qualité. Donc, soit c'est de la collecte de données, dans ces cas-là, vous venez de toquer à notre porte, sinon vous allez demander une démo à Valérie Thiersen. Et l'autre question, la seconde main, sera-t-elle concernée? Peut-être pas dans un premier temps. Ça va être compliqué, là. Non, je pense qu'on n'aura pas de données, de toute façon. On n'a pas de données sur l'impact du coton. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle seconde main? Est-ce que c'est… C'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle seconde main? Ouais. Est-ce qu'on est sur un vêtement neuf qui est upcyclé, qui est avec de la matière revalorisée, réutilisée, ou alors est-ce qu'on est vraiment sur de la seconde main? Alors pour moi, la seconde main est pareil, on entend les modalités du décret, mais pour moi, la seconde main ne sera pas concernée quand on parle vraiment de seconde main. Après, sur les matières valorisées, c'est possible qu'elles soient aussi concernées parce qu'au final, on arrive sur un vêtement neuf à la fin. Mmh. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Maxime m'a fait signe, il a dû partir pour filer à l'autre rendez-vous. Je vérifie encore, mais je crois qu'on n'a plus de questions. Le replay du webinaire va être disponible, donc on va vous l'envoyer. On l'enverra aux participants. On enverra également le support avec les rappels de réglementation et les critères. Charlotte, Valérie, Eva, un grand merci pour votre participation. De toute façon, vous avez les adresses mail de nos intervenants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si en déjeunant ce midi, vous dites mince, en fait, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis à suivre le webinaire ce soir pour l'IFTH. Merci beaucoup. Merci. Super. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.